Bonjour à tous et merci d'être à nouveau présents pour un nouveau numéro de Terrain politique. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur de la France des territoires, au Puy-en-Velay exactement, département de la Haute-Loire, en pleine région Auvergne, avec Laurent Wauquiez, le maire de cette commune et ministre chargé des Affaires européennes. Et puis cette émission, il faut le dire, se déroule ici au sein du Conseil général qui nous accueille. On les remercie. Bonjour en tout cas Laurent Wauquiez. Bonjour. On connaît cette commune, ville historique, ville-étape sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut l'imaginer, vous êtes très attaché, comme d'ailleurs tous les maires, à votre ville. Mais en même temps, quand on est ministre et qu'on voyage beaucoup, c'est notamment le cas pour vous, puisque vous êtes chargé des dossiers européens. Comment vous pouvez faire dans votre emploi du temps? Vous arrivez à tout concilier? D'abord, la première chose, c'est que ça me permet de revenir chez moi avec une conviction. C'est que ma ville, c'est la plus belle ville d'Europe. Et c'est vrai, je trouve d'ailleurs l'axe de vue que vous avez choisi montre aussi tout le cadre du bassin du Puy. C'est une ville qui est magnifique, qui a beaucoup de caractère et qui est surtout une ville profondément européenne. Le lieu où on est, c'est le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le premier itinéraire européen culturel. C'est la première fois que des gens de toutes les nationalités au Moyen-Âge étaient partis en direction de l'Espagne. Donc tout ça coïncide, c'est parfait pour vous en fait? Non. Il faut aussi être capable de gérer les confrontations entre les deux. Je vais vous en donner un exemple. Quand je suis arrivé en m'occupant de l'Europe, moi j'étais très sur comment construire des coalitions avec les différents pays, comment travailler avec l'Allemagne pour faire avancer nos dossiers. Et quand je suis revenu chez moi, ils m'ont dit « Tu sais ce qui serait bien, c'est que tu arrives à simplifier les dossiers européens. » Parce que nous, quand on doit remplir un dossier pour le Fonds social européen, c'est 150 pages. Quand une collectivité locale a besoin d'une aide d'aménagement du territoire, c'est en 28 exemplaires. Quand un agriculteur remplit un dossier de la PAC, c'est avec les photos satellites extrêmement compliquées. Donc travaille sur la simplification. Moi, je crois beaucoup à ça. Pas de bons dirigeants nationaux si jamais vous n'êtes pas les pieds aussi sur votre terrain politique. On va voir dans cette émission justement si vous y arrivez. Avec vous, on va parler évidemment donc politique, Europe bien entendu. On va parler vie locale, on va parler notamment de l'emploi des jeunes, thème évidemment important. Mais d'abord, juste quelques mots sur le climat politique que connaît un peu notre pays. Vous avez un collègue, Georges Tron, qui a démissionné hier. Il n'est pas mis en examen. Est-ce que ça doit être la règle maintenant pour toute personne suspectée, il doit démissionner? Enfin, c'est un peu compliqué, non? Est-ce que ce climat... D'abord, je trouve que Georges Tron a une attitude qui a été très digne. Vous l'avez dit, c'était une décision personnelle, rien ne l'y forçait. Il n'était pas mis en examen. Il a préféré, surtout dans le contexte... C'était quand même plus simple pour la gestion de l'équipe gouvernementale, probablement, non? Oui, et je pense aussi pour lui. Parce qu'en fait, quand vous êtes comme ça, sous le feu des médias, la possibilité de se défendre sereinement et de faire valoir son innocence est très difficile. Donc il a pris une décision qui est difficile, mais que je trouve éminemment respectable. Ensuite, il y a une réflexion que vous posez. Comment va évoluer la démocratie française? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit prêt à aller vers plus de transparence. Mais ça veut dire que, par exemple, la frontière entre la vie publique, la vie privée, elle n'existe pratiquement plus quand on est comme vous, une personnalité publique? Vous savez, les gens, quand je marche dans la rue, les gens, ce qu'ils voient, c'est une personnalité publique qui a fait un choix, c'est d'être au service des autres. Hier, je le faisais par exemple avec mon fils, où on se promenait dans la ville. Les gens m'apostrophent. Ça m'énerve. Je me dis, ils pourraient quand même respecter ce moment où je suis avec mon fils, qui est jeune. En même temps, je le comprends. La réalité, c'est qu'on est des hommes et des femmes publics et qu'on doit en assumer aussi les exigences. Et je crois que de ce point de vue, on serait bien inspiré de regarder un peu plus ce qui se passe dans les démocraties nordiques, où la transparence est plus exigeante, où les comptes que doivent rendre les femmes et les hommes politiques sont beaucoup plus stricts. Je pense que c'est plus sain pour tout le monde. Est-ce que ça pourrait être un thème de campagne? Est-ce que, par exemple, cette notion de morale en politique, ça va être, à vos yeux, vous qui représentez en quelque sorte un peu la nouvelle génération politique, même si vous êtes déjà ministre aujourd'hui, alors que vous êtes très jeune, est-ce que ce thème-là, vous souhaitez, par exemple, qu'on puisse en débattre à l'occasion de 2012? Moi, j'en ai toujours été, je suis convaincu de ça. Je pense qu'il faut que les politiques français arrivent à plus de modestie et plus de transparence. Moi, quand je suis ici, je roule avec ma voiture. Je n'ai pas un officier de sécurité, une grosse 607, un chauffeur, etc. Quand vous allez en Suède, quand je fais un rendez-vous avec un ministre allemand, un ministre suédois, il repart avec un taxi. Le ministre français va repartir avec la voiture de l'ambassade. Est-ce que tout ça est sain? Est-ce que c'est indispensable? On est à un moment où les politiques demandent des efforts à leurs compatriotes. Je pense qu'il faut aussi qu'on se l'applique dans cette exigence de transparence.
Alors, on revient maintenant au Puy-en-Velay, ici, commune de 20 000 habitants. Une commune, on l'a dit, marquée par la chrétienté, marquée par l'histoire. Et on va voir justement que dans votre commune cohabitent plusieurs religions, on va dire en toute bonne intelligence. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, on va découvrir que dans cette commune, moyenne commune, il y a par exemple une mosquée, plusieurs lieux de culte. Et finalement, deux mosquées, hein, c'est bien ce que vous avez raison de préciser. Dont une mosquée d'ailleurs de 900 mètres carrés. On va regarder ce reportage et on va voir que finalement tout ça se cohabite plutôt bien. On va regarder ce reportage. Marqué par des siècles d'histoire et de patrimoine religieux, le Puy-en-Velay, c'est la statue de la Vierge qui surplombe la ville, la cathédrale, mais aussi une mosquée. Sur les hauteurs de la ville, depuis 20 ans, une vieille ferme a été aménagée et progressivement transformée en lieu de culte musulman. Elle est à l'écart de la ville, comme ça on fait nos prières tranquillement, sans déranger les autres. On a un petit haut-parleur qui donne à l'extérieur là, pour l'appel à la prière. Les voisins ne se sont pas plaints de ce côté-là. Ici, pas de plainte de riverains ni de débat sur l'emplacement de la mosquée. Au contraire, le lieu de culte est plutôt vu d'un bon œil. Les anciens tiennent bien les jeunes. Et ça, c'est important. Et moi, je pense qu'il n'y aurait pas la proximité de la mosquée, la proximité des anciens et des responsables. On aurait peut-être des fois ça friterait un peu, quoi. On s'affronterait pas, mais c'est bien tenu, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. 700 places dans la mosquée pour une ville de 20 000 habitants, un aboutissement pour une communauté qui s'est cotisée et mobilisée pour bâtir ce lieu sans aucun financement des pouvoirs publics. On peut dire n'importe quoi sur les gens, mais on ne peut pas les empêcher de croire en Dieu, quoi. C'est personnel, quoi. Ça fait partie de soi. Les musulmans d'un côté, les chrétiens d'un côté, mais ça n'empêche pas qu'on vive ensemble, quoi. Les règles du vivre ensemble, c'était justement l'objet du débat sur la laïcité organisé par la majorité. Et si hors caméra, certains habitants s'interrogent sur la place de l'islam en France, la plupart des gens rencontrés affichent une grande distance avec le débat organisé par l'UMP. Je pense que les politiques en font trop parce que franchement, il n'y a peut-être pas besoin d'en parler autant. Moi j'ai l'impression que c'est une ville œcuménique et qu'on ne se pose jamais la question. Et qu'au contraire, quand on la pose, c'est qu'on va ouvrir la boîte de Pandore et que finalement c'est peut-être plus à des fins politiciennes qu'autre chose. Dans une ville où aucun problème religieux ne semble se poser, la communauté musulmane vit pourtant très mal les attaques dont elle estime être l'objet. Un jour c'est la burqa, un jour c'est le voile, puis un jour c'est autre chose. Et franchement, il a récemment, ils en parlent souvent des prières dans les rues pour les frères qui sont par exemple à Paris et tout ça. Et franchement, ça nous touche. Hein. Conjuguer une histoire religieuse et la vie entre communautés, en terre de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, le débat sur la laïcité semble troubler une harmonie qui était installée. Voilà, images et commentaires signés Jérôme Rabier. J'ai le plaisir d'accueillir à présent sur ce plateau Rachid Yazi. Vous êtes trésorier de la mosquée que l'on vient de voir. Vous êtes enseignant ici à l'IUT. J'ai choisi ce sujet, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, puisque cette semaine est débattue à l'Assemblée nationale une proposition de loi défendue par un certain nombre de parlementaires, dont Jean-François Copé. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Finalement, quand on regarde ces images, on a envie un peu de vous demander, au fond, est-ce que c'était bien la peine de revenir sur une loi, de modifier les choses, d'actualiser les choses? Ça fonctionne bien ici, en tout cas, quand on regarde ça. Ici, c'est le bon exemple. Mais un bon exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres endroits où c'est plus dur. C'est le bon exemple parce qu'on y a tous mis de la bonne volonté. Moi, j'ai été très attentif à ça. Je veux que la communauté musulmane ait sa place. Elle a sa place dans ma ville. Je veux en même temps qu'on soit fidèle à ce qu'est la tradition chrétienne, la place de la communauté chrétienne aujourd'hui, et qu'on puisse vivre en harmonie. Vous auriez pu évoquer aussi, il y a des représentants du culte protestant qui sont présents. Exactement. Il y a aussi ceux qui sont agnostiques, qui ne croient pas. Je tiens à ce que tout ça se marie harmonieusement. Mais on s'est beaucoup investi dessus. Par exemple, la mosquée que vous avez montrée, l'imam vient de Libye. Quand il est arrivé, il ne parlait quasiment pas le français. Je suis allé le voir, moi je parle arabe, on a échangé ensemble. Je lui ai dit, il faut que vous appreniez le français. Il a fait cet effort. Aujourd'hui, il est avec sa famille. C'est quelqu'un qui est très tolérant, très ouvert et qui prône précisément le respect et le fait que tout le monde soit ensemble. Mais ce que vous dites, c'est finalement, si vous êtes en train de dire que si tous vos collègues, autres élus, avaient un petit peu appliqué ce que vous êtes en train de faire, alors c'est peut-être plus facile ici qu'ailleurs, au fond, on n'aurait pas eu besoin de tout ce débat ni d'une proposition de loi nouvelle.
Non, je pense que c'est un vrai thème de sujet, c'est un vrai thème de discussion. Parce que c'est pas totalement... c'est quelque chose qui se construit, sur lequel on doit travailler ensemble. On a eu aussi nos problèmes. Il y a eu... alors, j'ai pas voulu en faire un thème d'actualité, mais on a quelqu'un qui a voulu se baigner dans la piscine en burqa. Ça a été un moment où on a dû échanger ensemble. Récemment ? Oui, récemment. Et je crois surtout, ce qui est le bon exemple, c'est qu'ici, on a des gens qui veulent dialoguer. Alors, on va justement écouter Rachid Yazgi. Laurent Wauquiez parle de dialogue. Ça marche aussi bien que le dit votre mère ? Tout à fait, oui. C'est vrai que je ne suis pas là pour faire des éloges à Monsieur le maire, mais effectivement, ce que vous avez vu sur le reportage, donc cette réussite est basée sur un dialogue, sur un échange, et ce dialogue, il est construit depuis longtemps. C'est pas que du jour au lendemain qu'on peut donc changer les choses. Est-ce que c'est plus difficile, je dirais, aujourd'hui que dans les années passées ? Et est-ce qu'il reste des efforts à faire ? Vous pouvez d'ailleurs poser la question à Laurent Wauquiez. Plus difficile, justement, c'est au niveau de la place, justement, comme il l'a précisé M. le maire, de la place de la communauté musulmane au sein de la société. C'est vrai que si on revient à quelques générations, c'était on parlait d'immigrés avec bien sûr comme religion l'islam. C'était une génération où de silence en quelque sorte, donc il y avait des obstacles qui ne leur permettaient pas de participer donc à la vie de société, essentiellement la barrière de la langue, le choc des cultures, etc. Après, il y a eu une génération, on va dire les fils d'immigrés qui ont fait des efforts pour s'intégrer à la société, donc ils ont fait des concessions et ils commencent à s'intégrer et les résultats sont là. Et en plus donc, de cette génération, il y a une autre génération qui a envie de participer, qui a envie de contribuer à la réussite de cette société. Donc, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à dialoguer. Et c'est vrai que l'éducation passe avant tout. Dialoguer, échanger, partager donc, les cultures, je pense que c'est ça l'origine de la réussite. Laurent Wauquiez, est-ce que ça aurait été pas plus simple de dire plutôt que d'un débat sur la laïcité, est-ce qu'on ne met pas plutôt en avant l'exercice, par exemple, de la religion musulmane? Est-ce que ce n'était pas, au fond, ça la vraie question? Est-ce qu'on n'a pas un peu tourné autour du pot? Moi, je vais vous dire les choses très clairement. Il y a une chose que je n'accepte pas, c'est les caricatures par rapport à l'islam. Et quand on essaie, j'ai vécu en Égypte, où j'y ai notamment travaillé auprès de l'association de Sœur Emmanuel. L'islam n'est pas une religion qui est intégriste. Comme dans tout groupe, vous avez des gens qui sont extrémistes et qui cherchent à détourner les choses. Mais l'islam est parfaitement conciliable avec la République française. Ça suppose vraiment, c'est-à-dire ça se construit ensemble. Et je crois que ça repose sur un équilibre entre des droits et des devoirs. Je suis convaincu de ça, la République française doit retrouver le sens des droits et des devoirs. Les droits, c'est l'islam a toute sa place dans la société française. Les devoirs, il faut respecter ce que sont les règles de notre société en commun. Et je crois que si on a ce dosage-là, on y arrive. Je vais vous prendre un exemple, l'Aïd. Je vous interromps juste une seconde, parce oui. que vous avez ce discours, et vous avez eu aussi un autre discours, mais qui n'est pas forcément contradictoire. Vous avez dit, par exemple, il faut que l'Europe, et en l'occurrence donc la France, affirme peut-être plus ses racines chrétiennes. Pour vous, on peut l'assumer de la même façon. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais, pour s'ouvrir à l'autre et à la différence, on doit nier son identité. Si, pour faire simple, il ne faut plus rien dire pour ne choquer personne, et faire une espèce de salle blanche dans laquelle tout est aseptisé, vous n'y arrivez pas. Ici, cette ville, c'est une ville chrétienne, de tradition chrétienne, avec une histoire chrétienne qui la pétrit. Ça s'assume. Et on n'a pas à renier ça. Et le fait de le renier n'est pas ça qui permettra mieux aux musulmans de trouver leur place. Vous auriez souhaité qu'on le mette, par exemple, d'une façon plus claire dans la Constitution européenne? Oui, parce que c'est une évidence. L'histoire de l'Europe est une histoire chrétienne. Mais aujourd'hui, son actualité, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les communautés puissent vivre ensemble. Et je crois qu'une identité refoulée, c'est une identité qui se venge. C'est quand l'identité est assumée qu'on peut mieux s'ouvrir à la différence. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui, Rachid? C'est tout à fait ça, c'est de redéfinir ce que c'est la laïcité. C'est vrai que j'ai cherché longuement sur ce sujet-là et je trouvais que la laïcité est un atout pour un citoyen français. Séparer le pouvoir État-religion, c'est tout à fait remarquable, mais le manque d'information qui reste, c'est pas parce qu'on va séparer le pouvoir de la religion qu'il faut aussi séparer les citoyens. Donc il faut qu'il reste un mélange de citoyens, un mélange de culture, d'échanges. Et c'est enrichissant, c'est là où s'installe l'enrichissement quand on vient de plusieurs endroits et qu'on échange nos cultures et nos pensées.
c'est vrai que, je reviens par exemple sur le port du foulard à l'école, séparer donc les musulmanes qui portent le foulard, c'est pas parce que donc ils sont soumis à porter ce foulard, mais c'est par conviction et par Par exemple, ça vous a choqué ce que disait tout à l'heure Laurent Wauquiez, il y a une personne qui visiblement voulait aller à la piscine avec sa burqa. Vous avez vécu ça comment? Bien sûr, non. Ça aussi, ça doit donc être discuté, ça doit ça doit pas exister en quelque sorte. C'est vrai qu'on peut pas s'imposer comme ça et revenons sur le burqa aussi. Que ce soit le port du foulard, c'est pour en quelque sorte la femme est une beauté sur terre, une beauté de caractère, d'honnêteté et une beauté aussi physique. Donc c'est pour ça que l'islam a voulu la protéger. Pour ne pas attirer l'attention. Donc, si en portant la burqa, elle attire l'attention, ça veut dire qu'elle n'a pas rempli sa mission. Merci beaucoup, Rachid. Vas-y, on va juste terminer ce chapitre. Vous avez peut-être juste un mot encore à dire. Juste un mot. La laïcité n'est pas la négation des religions. Et je crois que ça, c'est très important. La laïcité respecte la place des religions en France. Alors, on va aborder notre deuxième chapitre un peu plus politique. Je vais vous interroger sur notamment vos fonctions en tant que ministre chargé des Affaires européennes. Est-ce qu'elle est en bonne santé aujourd'hui, cette Europe? On voit que quand même il y a des pays européens en raison de la crise qui souffrent, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Espagne. Il y a un déficit énorme en France. Est-ce que l'Europe tient bon, je dirais, dans cette crise mondiale? Je vais vous dire ma conviction très simple. L'Europe est notre meilleur bouclier. C'est notre meilleur bouclier dans la crise. Si on n'avait pas l'euro, ce serait en ce moment l'apocalypse en Europe. Chaque monnaie aurait implosé, chaque économie aurait été déstabilisée avec des dévaluations dans tous les sens. L'euro nous a protégés. Si on n'avait pas l'Europe pour faire le bras de fer par rapport aux Chinois ou aux Indiens, on serait totalement démunis. Donc le sens de l'histoire, mais je suis profondément pro-européen, c'est un sens européen. Parce que face à la Chine, l'Inde, le Brésil, pour gérer le développement durable, les questions de spéculation financière, on a besoin d'un cadre commun. Ce cadre, c'est le cadre européen. Et je trouve que les pro-européens doivent reprendre le drapeau. Vous avez l'impression qu'ils ont mis un peu, je dirais que c'est un peu en baisse cette valeur-là, la valeur européenne? Oui, on a démissionné depuis le référendum perdu de 2005. À qui la faute? Où sont les vrais pro-européens? Parmi les politiques français, dès qu'il y a un problème, c'est la faute de Bruxelles, jamais la faute de Paris. On se défausse. Ceux qui défendent Bruxelles, on ne les entend pas beaucoup. Peut-être à part vous. Et si jamais je dois être ce porte-drapeau européen, je le serai. Je crois à ça. Et je suis très préoccupé. On est sans doute à un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'Europe. Et à un moment où les politiques assument très peu l'Europe. Il faut remettre l'Europe au premier plan. Et je crois d'ailleurs que c'est un des points forts du bilan du président de la République. Il s'est battu pour l'Europe. Est-ce que l'euro, aujourd'hui, est tout de même pas un peu un souci, notamment dans la guerre des monnaies? On n'avait pas forcément prévu que l'euro allait être attaqué comme de temps en temps en ce moment. Si on revenait de l'euro au franc, notre monnaie perdrait 20% de sa valeur. 20% de sa valeur, ça veut dire quoi en concret? Vous faites votre plein d'essence. Si jamais vous avez le franc au lieu de l'euro, vous payez 20 € de plus. Vous avez votre petit compte d'épargne. Tout d'un coup, si on revient au franc, vous perdez 20% de ce que vous aviez mis de côté en termes d'économie. En même temps, est-ce qu'il faut aider des pays qui ont vraiment du mal en ce moment, exemple la Grèce? Est-ce qu'il faut restructurer la dette de la Grèce, par exemple? Est-ce qu'il faut remettre encore de l'argent au pot? Il faut aider pour une raison. Ce n'est pas seulement par solidarité européenne, c'est pour nous. Cette monnaie, c'est notre monnaie. Si jamais elle explose en Grèce, ça a un impact sur l'économie française. Et donc, le but, c'est de défendre l'euro sur tout le territoire de la zone euro. C'est indispensable. Parce que si on revient à l'époque qu'on a connue en 93, où les monnaies étaient toutes éparpillées, chacun attaquait, les spéculateurs attaquaient les monnaies individuellement. Les taux d'intérêt étaient à 12, 13%, des taux d'intérêt qui asphyxiaient l'économie française. C'est pour cette raison qu'il faut défendre l'euro. Pas seulement par solidarité européenne, mais parce que c'est indispensable pour notre économie. Est-ce que sur un autre thème, je pense à l'immigration, est-ce que l'Europe est un bon combat? Est-ce qu'on peut bien expliquer à l'opinion et aux Français qu'au fond, les frontières européennes, c'est bien en matière d'immigration? Alors qu'on a entendu Nicolas Sarkozy remettre un peu en question les accords de Schengen. Non. Sur la crise de Lampedusa, la réponse doit être européenne. Il n'y a pas de place pour un repli national. Pourquoi? Il y a 3 points d'entrée dans l'Europe aujourd'hui. L'Espagne, avec la frontière avec le Maroc et le Sénégal, l'Italie, avec la frontière avec la Libye, et enfin la frontière entre la Grèce et la Turquie. Ces frontières sont des frontières européennes. Elles doivent être défendues de façon européenne. Ça, c'est indispensable.
mais il faut que Schengen soit plus efficace. Et là où on a fait à un moment peter du poing sur la table, c'est pour dire, écoutez, ça suffit. Là, c'est une passoire, ce n'est pas cette Europe-là qu'on défend, on veut une Europe efficace. Est-ce que vous reconnaissez totalement dans les propos du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, en matière d'immigration, quand il dit que même sur l'immigration légale, il faut probablement peut-être revoir un peu les choses? Vous, Laurent Wauquiez, c'est votre fibre? Vous êtes en accord avec ce style et ces déclarations? Moi, je regarde les faits, simplement. Et j'essaye de ne pas tomber dans les passions un peu irrationnelles parfois de la politique française. La France gagne en population active 100 000 personnes chaque année. Ça veut dire que notre première tâche, c'est de trouver un emploi chaque année à 100 000 personnes de plus. C'est la priorité. Est-ce qu'aujourd'hui on y arrive de façon satisfaisante? Non. On va en parler de l'emploi d'ailleurs tout à l'heure. Donc ça veut dire que la France, à la différence de l'Allemagne qui, elle, perd de la population active, nous avons moins besoin de recourir à l'immigration. Ce point-là, c'est une évidence. Mais sur tous les métiers, parce qu'on a entendu des propos de Claude Guéant sur les maçons, d'autres métiers comme ça. Est-ce que ça, c'est pas des choses que vous auriez dit? Je vais prendre un exemple précis. Il y a à quelques centaines de mètres d'ici une entreprise qui fait de la soudure. Ils ont beaucoup de mal à recruter des gens. C'est stupide, quel gâchis. L'objectif, c'est qu'on prenne des gens qui cherchent un emploi, en France aujourd'hui, de leur mettre une formation pour qu'ils puissent venir sur ces emplois-là. Et je crois que notre premier travail est là-dessus. La France, à la différence de l'Allemagne, n'a pas besoin de recourir de façon importante à l'immigration. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Jean Malo. Vous êtes venu en voisin, vous êtes député socialiste de l'Allier. Quand vous entendez ces propos sur l'immigration, vous êtes, je dirais, très, très différent de ce discours? Écoutez, d'abord, bonjour. Bonjour. J'écoutais tout à l'heure le début de l'émission. Effectivement, je me disais qu'il y a probablement deux Laurent Wauquiez. Celui du Puy-en-Velay, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est frère, tout va bien. Et puis celui qui fait des déclarations sur le revenu de solidarité active, qui stigmatise les assistés, qui serait le cancer de la société. Enfin bon, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais bon, sur l'immigration, ce que je regrette, c'est qu'effectivement... Bienvenue. Non, il faut quand même qu'il y ait un peu de contradiction. On va quand même pas vous laisser c'est comme toute ça. la différence entre la contradiction et le respect. Allez-y, sur l'immigration, parce que c'est un sujet quand même. Sur l'immigration, mais avant d'être interrompu, c'est là que j'allais venir. Je crois que l'immigration est un sujet qu'il faut traiter au niveau européen. On ne peut pas simplement le traiter. Voilà. Or, je pense que le coup de canif donné aux accords de Schengen récemment, dans une situation conjoncturelle bien particulière, c'est pour le coup, est dommage. Et qu'il faut au contraire raisonner au niveau européen, s'entendre avec nos partenaires. Moi, ce qui me frappe vraiment actuellement sur la question européenne, puisque c'est dans vos attributions, c'est que l'Europe est absente de beaucoup de dossiers. Par exemple, prenez le G8 qui vient de se terminer. L'Europe n'a pas parlé d'une voix. On nous a expliqué que Mme Ashton représentait l'Union européenne. On n'entend jamais. En fait, tous ces sommets servent au président Sarkozy à se mettre en scène. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Et en tout cas, l'Union européenne en tant que telle n'a pas de position à 27, n'exprime pas une position à 27. Et ça, c'est dommage. Et ce que je reproche au gouvernement français, en l'occurrence, c'est de ne pas porter cette volonté que nous ayons une Europe politique. Vous parliez tout à l'heure de l'euro. Très bien. Ok, je souscris à ce discours sur l'euro, effectivement, qui est une avancée considérable. C'est d'ailleurs l'élément le plus... On va peut-être laisser Laurent Wauquiez répondre, peut-être oui, à vos juste arguments. un mot là-dessus sur l'euro. Je pense que c'est l'élément le plus fédérateur, fédéraliste, en quelque sorte, dans l'Union européenne aujourd'hui. Mais ce que je pense, c'est qu'à partir de là, de cette union économique, il faut partir vers une union politique et sociale beaucoup plus forte. Et là, franchement, vous êtes absent. Alors, c'est très intéressant, mais je ne sais pas si vous avez suivi les derniers développements, notamment sur le sommet sur l'euro. Ça faisait à peu près 15 ans que toute majorité confondue, de ce point de vue d'ailleurs avec des points communs, de gauche comme de droite, on demandait qu'il y ait un gouvernement économique. Oui. C'est la première fois que ce gouvernement économique a été mis sur la table, grâce à l'investissement d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy, et qui repose sur une idée. Le terme était totalement tabou. Personne ne voulait en entendre parler. Pour la première fois dans les traités, on a inscrit le principe. Sur quelle base? Il faut que nos budgets soient mieux coordonnés. Il faut que quand on fait de l'investissement sur la recherche, il y ait une politique commune. Il faut qu'en matière d'infrastructure, on se coordonne ensemble, avec une vraie instance de pilotage, donc pour la première fois, pas juste une monnaie en apesanteur, mais un vrai gouvernement économique. Deuxième exemple, l'impôt sur les sociétés. Chaque pays faisait dans son coin, sans aucune base commune. L'agenda fiscal n'existait pas. C'était un non-sujet européen. On a réussi à le faire inscrire à l'agenda communautaire. Troisième exemple, la taxe sur les frais financiers. Taxe qui était demandée depuis très longtemps par le PS, que Lionel Jospin avait essayé de pousser et qui n'avait jamais réussi à faire avancer. Pour la première fois, inscrite dans un accord européen pour la faire avancer.
Alors oui, l'Europe a des difficultés. Oui, on traverse une crise. Mais depuis ces 4 ans, elle a été renforcée, traité de Lisbonne, là où l'Europe était en On a un petit peu l'impression, c'est peut-être, si je peux traduire un peu vos propos, monsieur le député, c'est qu'au fond, on a un peu l'impression qu'on parle beaucoup du G20, du G8 et un peu moins de l'Europe. C'est un petit peu ça que vous avez voulu dire tout à l'heure, monsieur Malo. Il y a toujours un petit travers, c'est qu'on attend beaucoup l'Europe sur la scène internationale. La scène internationale, c'est le domaine le plus sensible en termes de fédéralisme, parce que chaque pays a sa tradition propre. Moi, je vais vous dire les choses franchement. Là où j'attends l'Europe, c'est sur Erasmus, c'est sur des infrastructures européennes communes, c'est sur une politique de l'emploi, c'est sur une politique de recherche. Que sur la Libye, on ne soit pas totalement d'accord, je pense que ça n'est pas prioritaire. Est-ce que sur le nucléaire, par exemple, les Européens pourraient avoir une vision commune, alors qu'on vient de l'apprendre, l'Allemagne vient de décider de geler son programme nucléaire et même de le démanteler à horizon 10 ans, ce qui est quand même court. Alors, quelle est votre position? 2 choses. D'abord, premier devoir de l'Europe, avoir une politique de sûreté nucléaire commune. S'assurer qu'en Europe, on est au plus haut niveau de standards de sécurité pour ne pas avoir Fukushima en Europe. C'est le premier travail européen. Le deuxième travail européen, c'est le développement des énergies renouvelables. La France, de ce point de vue, est leader. Elle a augmenté de 25% sa part d'énergie renouvelable. Vous êtes ici dans une ville... Il y a une part prédominante quand même du nucléaire en France. Oui, mais on a augmenté de façon très importante l'énergie renouvelable. Ici, là encore, à quelques kilomètres, on est en train d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc on a beaucoup investi sur ce sujet. Mais il y a une différence, c'est que la France gardera l'énergie nucléaire parce que ça nous permet d'avoir une énergie 2 fois moins chère. Vous dites que les Allemands ont tort d'avoir pris cette décision? Non, je dis que c'est leur choix, mais qu'on a un choix de la France qui là-dessus est différent. Et ça n'est pas un drame. Il faut qu'au niveau de l'Europe, on soit capable de se dire, il y a des sujets sur lesquels on est d'accord, et il y a des sujets sur lesquels les pays gardent une marge d'autonomie. Alors, il y a quelques temps, vous deviez travailler sur le projet de l'élection 2012. Vous avez été un petit peu remplacé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par Bruno Le Maire. Oui. Il se trouve que Jean Malo était à la convention du Parti socialiste samedi, qui a adopté son projet. J'aimerais bien vous entendre tous les deux, puisqu'on commence déjà à élaborer des programmes. Quand vous avez lu ce projet socialiste, au fond, est-ce que vous rejetez tout, ou est-ce qu'il n'y a pas ici ou là quelques idées qui, finalement, pourraient faire consensus? Non, je pense d'ailleurs que sur l'Europe, on a des points communs et des points sur lesquels on peut travailler. Les 2 vraies grosses différences, c'est quoi? Le projet socialiste, comme l'a d'ailleurs reconnu le député Cahuzac, c'est 50 milliards d'impôts en plus. 50 milliards d'impôts. C'est considérable. Et qui tomberont en priorité sur les classes moyennes, par exemple avec un projet de fiscalisation de l'assurance vie, qui est l'épargne populaire des classes moyennes. Ça, moi, j'ai une différence radicale. Ma priorité, c'est de conforter les classes moyennes. C'est une vraie différence par rapport aux socialistes. Jean Malo, peut-être sur ce point? Sur ce plan, on est en désaccord, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas d'augmenter les impôts de 50 milliards, il s'agit d'utiliser autrement des niches fiscales. Les niches fiscales, ça s'appelle des réductions d'impôts. Oui, mais bien sûr, c'est ce que vous dites depuis aujourd'hui, mais encore l'automne dernier, sur la discussion de la loi de finances, vous disiez le contraire. Mais bon, simplement, nous disons qu'il y a, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, exonération de cotisations sociales, c'est 4 milliards d'euros. On peut utiliser ces 4 milliards à autre chose qu'à distribuer de l'argent à des gens qui ont le bonheur de faire des heures supplémentaires, tant mieux pour eux. Voilà un exemple. Et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, quand vous dites c'est 50 milliards, non, c'est autrement. On utilise l'argent, les 50 milliards, autrement que ce que vous faites. Et en les utilisant de manière à ce qu'ils aient un effet sur l'économie, qu'ils créent effectivement des emplois et ne se contentent pas de distribuer de l'argent à ceux qui en ont déjà. Notamment, c'est l'histoire du bouclier fiscal, c'est l'histoire de l'impôt sur la fortune que vous réduisez. Enfin bon, la manipulation est grossière. Vous prétendez réduire l'impôt sur la fortune, oui, mais vous le réduisez plus que vous n'augmentez dans l'autre sens, de sorte qu'il y aura un manque à gagner d'1 milliard pour les finances publiques. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le sujet des heures supplémentaires? Dites 2 secondes, on va dire 30 secondes. Allez, sur les heures supplémentaires. Merci. Les heures supplémentaires, 4 milliards d'euros que le Parti socialiste veut refiscaliser. On me dit c'est de l'argent qui va à des gens qui ont déjà des moyens. Non. Les gens qui ont déjà des moyens, chez nous, c'est quoi? C'est les ouvriers qui travaillent un tout petit peu plus que le SMIC, 1 300, 1 400 euros par mois, pour lesquels les heures supplémentaires représentent un supplément de revenus à la fin du mois qui peut aller de 150 à 300 euros. Dire on va aller taper les 4 milliards d'euros des salariés modestes qui travaillent et qui ont déjà du mal à boucler la fin de mois, c'est une vraie différence. On va s'en servir autrement. Et je crois que de ce point de vue, mais tous les choix sont respectables, hein, le choix du PS est essentiellement un choix de dépenses publiques et de fiscalité. Non. Notre choix, c'est d'essayer de miser sur l'économie et de ne pas augmenter les impôts. Je vais vous donner un autre exemple. Tout à l'heure, vous parliez de l'énergie au niveau européen. Nous, ce que nous proposons dans le projet socialiste, c'est de constituer une communauté européenne des énergies. Vous disiez tout à l'heure, l'Allemagne a fait un choix par rapport au nucléaire. C'est comme ça. Nous faisons un autre choix.
Le fait que nous ne fassions pas des choix cohérents entre l'Allemagne et la France, c'est un problème. En soi. Et donc, si Et donc, les Allemands nous sortent souhaitons du nucléaire, vous proposez quoi? Si les Allemands sortent du nucléaire, et s'ils ont besoin d'énergie, ils vont l'acheter chez nous. Donc on va développer notre parc. Enfin, je veux dire, il faut évidemment que les deux pays s'entendent. Qu'est-ce que vous proposez en concret? Nous proposons de discuter avec eux pour sortir ensemble du nucléaire et non pas qu'un pays mette l'autre devant le fait accompli. En gros, l'Allemagne prend une décision et ce que vous proposez, c'est qu'on s'aligne en les suivant. Non, je dis que nous discutions avec eux pour sortir avec eux sur un calendrier différent, mais de façon à remplacer effectivement la production d'énergie nucléaire par des énergies renouvelables ensemble et non pas se trouver devant le fait accompli d'un pays qui décide tout seul et qui met les autres dans cette situation-là. Ça, c'est la responsabilité de Jean Malo, je profite que vous soyez là. J'avais cru comprendre qu'à un moment, vous étiez peut-être candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai, je suis d'ailleurs de loin celui qui a le plus de chances d'être élu. Pour les primaires. Non, mais, en tout cas, nous, on serait très fiers d'avoir un président auvergnat. Ce ne serait pas le premier, mais ce serait le premier de gauche. Est-ce que vous êtes toujours candidat ou est-ce que vous allez vous rallier à quelqu'un d'autre? Et les autres veulent se rallier à moi, donc c'est parfait. Bon, donc aujourd'hui, vous êtes toujours candidat. Donc c'est une confirmation. Merci. Laurent Wauquiez, avant la présidentielle. Vous savez ce qu'on dit de l'Auvergne, hein? Allez-y. Qu'elle a deux spécialités, faire des fromages et faire des ministres. Alors, si en plus maintenant ça peut être faire des présidents. Écoutez, peut-être de bons présages, on verra. Avant l'élection présidentielle, il y a une autre élection qui est importante, surtout quand on s'appelle Public Sénat. C'est l'élection au Sénat. C'est au mois de septembre prochain. Il y a une question qui agite un petit peu en ce moment les milieux politiques. C'est la question de ministres qui pourraient éventuellement devenir sénateurs. On sait que quand un sénateur est nommé ministre, il a un mois pour choisir entre ces deux mandats. Quelle est la règle dans l'autre sens? Point d'interrogation. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, les explications de Delphine Girard. Gérard Longuet, Maurice Leroy, Chantal Jouanneau, ces ministres se verraient bien faire leur retour ou leur entrée au Sénat en septembre prochain. Devront-ils pour autant abandonner leur portefeuille ministériel? Nicolas Sarkozy ne le souhaite pas et autoriserait les ministres élus à rester au gouvernement et donc à renoncer à leur mandat de sénateur, ce qui n'est pas du goût de Gérard Larcher, président du Sénat. On n'est pas candidat au Sénat pour être sénateur supplétif. Et donc je le dis clairement et le redis, ils devront choisir au lendemain de l'élection entre le Sénat ou leur poste de ministre. Car la désignation de leur remplaçant n'interviendrait qu'au bout de quelques semaines, trop tard en tout cas pour participer à l'élection à la présidence du Sénat le dimanche 1er octobre. Or pour Gérard Larcher qui s'attend à une poussée de la gauche, chaque voix comptera pour être réélu. Laurent Wauquiez, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut, je dirais, briguer plusieurs choses et puis finalement décider d'une façon un petit peu confortable? Vous, si vous auriez été candidat pour le Sénat, vous auriez finalement décidé comment? Vous seriez appuyé sur quoi? Alors, je vais être d'une prudence de Sioux, parce que je ne suis pas sénateur, je suis député. Voilà. Et les pauvres députés ont beaucoup de respect à l'égard des éminents sénateurs, donc nous les laissons gérer leur sujet interne ensemble. Bon. Voilà. Mais je pense juste que quand on se présente à une élection, a priori, je suppose que c'est ensuite pour participer. D'accord. Alors, il y a un autre sujet qui sera aussi évidemment au cœur de l'élection, c'est l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. On voit bien qu'au niveau, je dirais, global, je rappelle que vous avez exercé des fonctions notamment, et vous connaissez bien ce sujet-là, ça va un peu mieux, les chiffres de chômage sont quand même, je dirais, un peu moins pires, entre guillemets. Globalement, donc, est-ce que vous pensez que le chômage, je dirais, va continuer de descendre en France? Est-ce que les chiffres seront quand même meilleurs dans les mois qui vont venir? Mais d'abord, on va peut-être regarder un peu localement, c'est une bonne illustration, pour voir comment ça se passe ici dans la région. On regarde ce reportage signé Jérôme Barbier. À 22 ans, Jaouen va peut-être enfin être embauché. À l'essai dans une entreprise de forage, il espère que ses 4 ans de galère depuis son bac sont bientôt finis. J'ai bien essayé de trouver un peu d'intérim au début, mais bon, ça marchait pas fort dans la région. Donc après, un petit contrat aidé d'1 an et quelques mois à l'hôpital. Et ça n'a pas débouché? Ah non, ça non du tout. Ils ont préféré prendre un autre contrat aidé derrière. Son nouveau travail, ce sont les chantiers de géothermie, une énergie renouvelable. Un secteur porteur où il espère se faire une place. Ouais, j'ai un gros espoir d'embauche et à terme, je pense que je piloterai cette machine là, derrière. Et faire les forages. Voilà. Reste pour lui à obtenir le permis de conduire, sésame indispensable pour aller travailler dans un département comme la Haute-Loire où les transports sont peu nombreux. S'il a trouvé cet employeur par ses propres moyens et peut désormais envisager sereinement l'avenir, Jaouen a longtemps été suivi par la mission locale du Puy-en-Velay. Avant de retrouver du travail, c'est le passage presque obligé pour les jeunes envoyés par Pôle emploi.
Aujourd'hui, c'est Arsène, 19 ans et sans activité, qui vient faire le point avec sa conseillère. Malgré un CAP pâtisserie, pas d'embauche envisagée. Alors c'est par un stage qu'il reste en contact avec le monde du travail. Là, j'ai effectué un stage dans une pâtisserie. C'était un stage de 3 semaines et ça s'est super bien passé. Et, voilà, je me posais des questions. En fait, je me demandais si c'était moi qui n'étais pas à la hauteur. Et après mon stage, le patron du stage m'a précisé que voilà, j'étais à la hauteur. Retrouver une activité pour aussi reprendre confiance en soi, une étape pendant laquelle les jeunes sont accompagnés par des conseillers. C'est quand même bien à eux que revient tout le mérite. Après nous, on est là effectivement pour les orienter au mieux, les conseiller au mieux. On va aussi leur proposer des formations pour soit définir un projet professionnel, soit entrer dans une formation qualifiante pour avoir des compétences plus adaptées au marché de l'emploi. Un marché de l'emploi local moins touché par le chômage que le reste de la France, mais où plus de 1300 jeunes de moins de 25 ans cherchent encore un emploi tous les mois dans le département. C'est bien cette virgule. Bien, Laurent Wauquiez, on vient de l'entendre, c'est difficile, notamment pour ces jeunes. 1300 cherchent actuellement un emploi. En ce moment se déroule la foire exposition. C'est une foire traditionnelle qui montre probablement un peu l'énergie de la région et du Puy-en-Velay. Est-ce que vous avez, non pas la recette magique, vous connaissez bien ces sujets-là, est-ce que vous avez des propositions, je dirais, innovantes à inscrire peut-être pendant la campagne électorale sur ce point ? Vous savez, ici, comme vous l'avez dit, on réussit mieux qu'au niveau national. On est à un petit peu plus de 7% de taux de chômage. Quelle a été la recette ? La recette, c'est tout miser sur des outils qui sont 100% tournés sur le retour à l'activité le plus vite possible. On va en prendre quelques exemples. Financer des permis de conduire. Il vaut mieux financer un permis de conduire que d'avoir quelqu'un qui ne va pas trouver un emploi parce qu'il ne peut pas se déplacer. Deuxième exemple, faire des partenariats avec des secteurs qui sont en tension de recrutement. On évoquait la soudure, on évoquait un certain nombre de domaines dans le domaine de l'artisanat ou des métiers manuels sur lesquels on a fait des partenariats pour former des jeunes et les orienter. Inciter les entreprises à être civiques. Par exemple, ici, on a fait une convention avec le secteur des banques pour que chaque année, ils forment des promotions de jeunes qui étaient sans emploi et auxquels les banques disent, si vous réussissez votre diplôme en contrat professionnalisation, à l'arrivée, vous aurez un CDI. Donc toute notre logique, systématiquement, c'est cibler sur le retour à l'emploi le plus vite possible en étant très pragmatique, très terrain dans notre approche. Alors justement, j'accueille Marc Labeuf, vous êtes directeur de la mission locale du Puy-en-Velay, on vient de voir les images. Est-ce que vous avez l'impression que ça va un peu mieux ou que c'est extrêmement difficile encore, notamment pour ces jeunes ? C'est sûr que ça va un petit peu mieux, on est à peu près 2 points en dessous de la moyenne nationale, c'est évident. Mais par rapport au mois précédent ? Oui, la progression est constante. Je crois qu'effectivement, Laurent Wauquiez l'a dit, des partenariats, une réactivité très forte, et puis vraiment une volonté, je crois, farouche, de faire que les jeunes restent le moins longtemps possible dans une situation de demandeur d'emploi, parce que c'est là où ça devient très compliqué. Il faut simplement nuancer un petit peu les chiffres sur des publics de plus bas niveau de qualification qui, eux, ont du mal à retrouver un emploi. Effectivement, la baisse du demandeur d'emploi concerne beaucoup plus les publics de bon niveau scolaire et les plus diplômés. Voilà. Jean Malo, sur la situation de l'emploi et les prises de position de que les jeunes qui ont effectivement un niveau de formation plus élevé retrouvent les premiers un emploi, c'est plutôt rassurant, mais tout ça, ça se produirait naturellement dans le retour d'une croissance. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à aider celles et ceux qui n'ont pas de formation ou qui ont une formation insuffisante, ou ceux qui ne sont plus jeunes, malheureusement pour eux, à trouver effectivement un emploi. Or, ce que l'on constate, c'est que, certes, il y a un tassement du chômage. On est loin d'avoir retrouvé les niveaux d'emploi d'avant 2008, de la crise quand même. On est au niveau d'il y a 1 an, à peu près. Donc, on a du chemin à faire. Et il reste quand même 700 000 chômeurs de plus, catégorie A, qu'avant la crise. Donc, voilà. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet. Voilà pourquoi, sur l'emploi des jeunes, nous avons cette proposition qui est de créer 300 000 emplois d'avenir, en utilisant pour le coup on en aurait des besoin ressources. Ici comme ailleurs, il y a partout dans les secteurs non marchands. Oui, je comprends qu'ils ne soient pas d'accord, mais enfin, nous l'avons fait sous une autre forme en 97, 98, etc. Et ça a fonctionné. Donc nous pensons qu'effectivement, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, il y a des jeunes qui cherchent des emplois, et ce moyen de leur donner un emploi est un moyen de leur mettre le pied à l'étrier
de les insérer dans la société, faire en sorte que petit à petit, parce que ça n'est pas de l'argent perdu, ce salaire que l'on verse à des jeunes, c'est un loyer qu'ils payent, ce sont des cotisations qui vont à la Sécu, ce sont de la TVA qui rentre Laurent dans les Wauquiez, États, etc. les emplois jeunes, qui c'est une fonctionne. bonne ou une mauvaise idée? Je vais vous dire, je regarde ce qui s'est passé sur les emplois jeunes. D'abord, première chose, les emplois jeunes avaient bénéficié très majoritairement à des jeunes qui avaient déjà des hauts niveaux de qualification. Donc on n'avait pas, par le biais des emplois jeunes, touché ces jeunes dont on parle qui sont avec des faibles niveaux de qualification. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas agiter des miroirs aux alouettes. Si jamais le but, c'est d'offrir un emploi qui va durer 1 an, 2 ans, dans une collectivité locale ou une association, sans qu'à l'arrivée, il y ait un vrai emploi, parce qu'il n'y a pas de réalité économique, je pense qu'on envoie les gens au massacre. C'est pas mieux ça que d'être au chômage? Ce que je préfère, moi, c'est les formules qui sont les formules de formation par apprentissage et alternance. Ça n'empêche pas. Parce que là, on arrive à bien réussir les choses. Je pense que c'est là où il faut mettre massivement de l'argent, avec des jeunes qui font à la fois une formation théorique, mais en même temps une formation de terrain dans des entreprises qui ensuite peuvent les embaucher. Et il y a un autre point sur lequel il faut travailler, les barrières à l'emploi. Ici, on a beaucoup travaillé sur le fait de recruter des gens. On l'a fait ensemble, notamment avec Marc. On a des très bonnes équipes de Pôle emploi, de la mission locale. Vous avez assez de moyens au Pôle emploi ici, Marc Leboeuf? Honnêtement, ce n'est plus une question de moyens. Je crois que par rapport à ça, effectivement, on a des moyens suffisants. Maintenant, effectivement, cette question des publics de bas niveau nécessite un accompagnement lourd. Parce que c'est vraiment, il faut insister sur ce point-là. Ce sont des publics qui ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'il y a des publics qui sont tellement largués par rapport au monde de l'emploi. Ça veut dire que chaque jeune ici a un interlocuteur qui le suit régulièrement, c'est ça? On peut dire ça. Un jeune qui a la volonté d'être suivi peut l'être, en tout cas, il a les moyens d'être suivi, que ce soit par Pôle emploi ou par la mission locale. Laurent Wauquiez, sur un plan plus global, mais toujours en restant sur l'emploi, la convention UMP du 8 juin va être centrée sur ce sujet. Vous allez apporter quoi sur ce point? Sur ce sujet, le thème que moi j'ai souhaité mettre sur la table, c'est lequel? On a une société française où il y a une dérive en termes d'équilibre de droits et de devoirs à 2 niveaux. Tout en haut d'abord, avec des patrons du CAC 40, des banquiers, des traders qui sont à Londres, qui ont multiplié par 5 ou par 10 leurs revenus sur 5 à 10 ans, sans donner un sentiment de retenue ou de mesure. Il faut remettre un équilibre en haut. C'est ce qu'on a commencé à faire, avec les questions de dividendes, avec les questions de plafonnement de revenus, avec le fait de dire vous ne pouvez pas vous goinfrer s'il n'y a pas de résultat, et s'il y a des revenus en haut, il faut qu'il y en ait en bas. Le deuxième problème, ce sont les dérives de l'assistanat, sur lesquelles il faut pouvoir parler simplement. Aujourd'hui, et c'est amusant, j'en discutais à la fin de la semaine dernière avec des agents de Pôle emploi, qui me disaient mais oui, nous c'est une réalité à laquelle on se heurte souvent. Vous avez l'impression que ce que vous avez dit a été au fond mal interprété, mal vécu? Non, c'est normal quand vous lancez un débat en France. Mais vous ne regrettez pas de l'avoir lancé, ce débat? Bien sûr que non. Et on sera amené à y revenir le 8 juin. La France est un pays dans lequel on a beaucoup de politiquement corrects, où dès qu'on soulève une question, tout le monde s'agite. Mais sur la durée, je suis convaincu qu'on pourra montrer la validité de ce qu'on a posé. Quel est le problème? Quelqu'un qui aujourd'hui a le RSA va avoir en plus un certain nombre d'aides. L'APL, la gratuité des transports publics, la CMU, une prime de Noël, une réduction de frais d'eau, d'électricité et de téléphone. C'est normal d'aider les gens. Le problème, c'est que quand il va reprendre un emploi, il va perdre toute une partie de ça. Et donc pour lui, vous ne pouvez pas aller lui demander d'aller revenir travailler, puisqu'il va perdre de l'argent, dans toute une série de cas. Et je crois que cette question-là, il faut qu'on puisse se la poser lucidement et simplement. Est-ce qu'en France, on valorise suffisamment le travail pour rendre le retour au travail payant? Pourquoi ça a fait autant de bruit, au fond? Comment vous interprétez ça? Ça a été difficile pour vous, cette séquence, quand même? Oui, mais je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on est capable en France d'avoir un débat politique qui soit serein? Ce débat-là a été mené il y a 7 ans. Jean Malo parlait de l'Allemagne. En Allemagne, par un homme politique allemand qui est socialiste, Gerhard Schröder du SPD, qui a fait cette réforme. Et c'est notamment cette réforme-là qui a permis à l'Allemagne de regagner de la compétitivité. Je ne crois pas qu'un pays puisse gagner s'il ne met pas le travail au cœur de son raisonnement. Jean Malo, est-ce que sur ce point, sur le RSA, et je remercie d'ailleurs Laurent Wauquiez de reparler quand même de ce sujet, puisqu'il s'était promis à une certaine discrétion, mais il en reparle, est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche que fait Laurent Wauquiez sans polémique? Polémique jamais. L'approche du RSA, telle qu'elle a été avancée notamment par Martin Hirsch, est une approche qui figurait dans le programme de Ségolène Royal. Donc, je ne peux pas être contre le RSA dans son principe, puisqu'il consiste justement à encourager les gens à reprendre un emploi de manière à ce que lorsqu'ils prennent un emploi, ils ne gagnent pas moins d'argent que lorsqu'ils étaient bénéficiaires de ce qu'on appelait à l'époque le RMI.
D'accord avec ça. D'ailleurs, le RSA est fait pour ça, il C'est fonctionne comme ça. l'apport du RSA Voilà. qui est son Mais point intéressant. l'ennui, c'est que vous le disqualifiez par vos propos en prétendant qu'effectivement le contraire de ce qu'il est. Non. Et que vous stigmatisez une partie de la population. Le mot cancer, enfin, reconnaissez, était un petit peu malheureux quand même. J'ai dit que les dérives de l'assistanat étaient un cancer pour la société. Oui, enfin, voilà, les mots ont un sens quand même. Stigmatiser les populations de cette façon-là, c'est pas très. D'autant plus que dans le même discours, vous englobiez le même discours sur les étrangers, la protection sociale, le fait qu'il fallait qu'ils séjournent un certain temps dans notre pays avant de bénéficier de la protection sociale. Franchement, l'amalgame guéantien, si je puis dire, était quand même tout là. Ça va. Donc il faut dire les choses. Alors que vous reveniez un peu en arrière sur vos propos en essayant de les expliquer, pourquoi pas. Non, mais vous confirmez posons effectivement le vrai débat. Or le RSA est fait pour justement ce que je viens de rappeler. Donc il faut continuer dans cette voie. Voilà. Simplement la vraie réponse en la matière, c'est le retour de la croissance, le retour de l'emploi, effectivement. Sinon, évidemment, on passera beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens à faire en sorte qu'une partie de notre population, qui parfois n'est pas employable, puisse quand même vivre décemment. Parce que nous n'avons aucun intérêt, ni les uns ni les autres, à ce qu'ils soient dans la misère. C'est une évidence. Juste deux choses. D'abord, on aura l'occasion d'y revenir sur la convention du 8 juin. Et c'est une bonne chose parce que je pense que c'est un vrai débat. Deuxièmement, le problème n'est pas, comme je l'ai expliqué, le RSA en soi. Le RSA a amélioré les choses, c'est très clair. Le problème, c'est ce qu'il y a autour, tout ce qu'on appelle les aides connexes. Le troisième point, c'est que je crois que c'est une vraie question de fond pour la société française, c'est quel est l'équilibre entre une solidarité indispensable et le fait en même temps de ne pas décourager le retour au travail. Il faut les deux. Il y a des gens qui sont dans les gens à prendre un job. Ça ne peut pas fonctionner. Laurent Wauquiez, avec le recul, on peut peut-être se dire des choses aujourd'hui. Est-ce que vous avez mal vécu cette période au niveau politique? Est-ce que vous avez peut-être cru à un moment quitter le gouvernement? On l'a écrit ici ou là, ou pas. Alors je vais demander en même temps à Jean Malo et Marc Labeuf de nous quitter. Merci en tout cas de vos témoignages. Mais répondez-moi quand même si vous le souhaitez, Laurent Wauquiez. Vous voulez que je quitte en même temps? Non, pas du tout, au contraire, restez là. Non, vous savez, j'essaye de rester un homme libre. Dans le lien avec notre majorité, dans le respect de ce qu'est la force de cette majorité à laquelle je crois beaucoup. Mais je pense en même temps que ce débat est un débat utile. Donc on pourra y revenir sereinement le 8 juin. Et en tout cas, je pense que quand on est politique, c'est bien d'avoir des convictions et de les défendre. Merci. Alors c'est la tradition, vous savez, dans Terrain politique, nous donnons toujours la parole à nos confrères de la presse quotidienne régionale. Alors d'abord, Jean-Luc Broc, vous êtes représentant de l'Éveil de la Haute-Loire. Eh bien écoutez, vous avez Laurent Wauquiez en face de vous pour quelques minutes. Allez-y. Bonjour Monsieur Wauquiez. Bonjour Monsieur Broc. Les affaires européennes sont des choses qui sont parfois un peu floues dans l'esprit des gens. Est-ce que concrètement, vous pourriez prendre des exemples en Haute-Loire de ce que nous apporte l'Europe? Bien sûr. Et cette question-là est très importante. On ne parle pas assez d'Europe concrète. S'il n'y a pas d'Europe, il n'y a plus d'agriculture sur la Haute-Loire. Plus rien. La lentille, les filières de qualité qu'on a fait, le lait, tout ça disparaît. Deuxièmement, l'Europe a permis de nous soutenir pour l'équipement de la Haute-Loire sur tout un réseau de crèches halte-garderies qui ont permis d'équiper en politique familiale toute la Haute-Loire. Troisièmement, nos principales infrastructures routières ont été financées souvent par l'Europe en premier financeur. Le problème, c'est que souvent personne ne parle de l'Europe. Et personne ne parle de cette Europe concrète-là. Moi, c'est celle-là que je défends. Pas les règlements et les directives à Bruxelles, mais l'Europe que vous voyez quand vous poussez vos fenêtres. Celle qui est dans votre vie quotidienne. Autre question? Oui, à propos des élections sénatoriales qui vont arriver au mois de septembre, le sénateur Adrien Goutéron a annoncé qu'il ne se représenterait pas après 33 ans, ouvrant ainsi la porte à une multitude de candidatures. Pas trop, j'espère. Justement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? D'abord, je vais vous dire, je tiens à donner un coup de chapeau à Adrien Goutéron. Je trouve qu'il a eu une démarche qui a été très digne. Il était sénateur depuis longtemps. Et finalement, il a eu cette dignité qui n'est pas facile, hein, à un moment de dire, alors maintenant j'ai été sénateur pendant longtemps, je crois que ce n'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de j'ai exercé mon mandat de sénateur pendant longtemps, maintenant je passe le relais. Après, mais vous le savez, l'état d'esprit qu'on a beaucoup en Haute-Loire, et on voit d'ailleurs à des choses qui sont importantes chez nous, hein, qui sont aussi l'esprit de Jules Romain, qui est un esprit, je dirais, d'équipe et de concorde. On n'est pas un département où on aime les clivages politiciens, les batailles d'étiquettes ou d'appareils. Et ce qui a fait la réussite de ce département, c'est d'être capable de mettre avant les étiquettes d'appareils politiques
l'engagement des hommes au service de ce département. Je crois beaucoup à ça. Qui pourrait le remplacer? Est-ce que vous avez votre mot à dire? On peut imaginer que oui, tout de même. Oh, il y a quelques candidats déclarés, mais j'ai cru comprendre qu'à ce stade, ils n'étaient pas tous déclarés. Donc j'attends de voir. Mais surtout, ce que je privilégierais, c'est cet esprit. Voilà, cet esprit d'équipe. Alors vous dites esprit d'équipe, j'avais une petite question par curiosité sans revenir à ce qu'on se disait avant, mais Jacques Barrot qui était en quelque sorte celui qui vous a mis le pied à l'étrier, est-ce qu'il s'est reconnu, vous pensez, dans tout ce que vous avez pu dire à propos du RSA? Jacques s'est toujours battu, notamment quand il était ministre de l'Emploi, pour faire en sorte de mettre la politique de valorisation du travail avant les risques du piège de l'assistanat. Donc Jacques a toujours été sur ses convictions. En fait, ce sont d'ailleurs des convictions qui sont profondément démocrates chrétiennes. Le seul salut véritable, la seule manière d'aider quelqu'un, c'est de lui remettre le pied à l'étrier en direction du travail. Faire un chèque à la fin de chaque mois pour acheter le silence, ce n'est pas une vraie manière d'aider les gens, parce qu'on ne construit pas leur autonomie. En vous entendant depuis le début de cette émission, je me dis au fond, mais Laurent Wauquiez, dans la famille majoritaire, si on devait un peu le classer, alors quelquefois vous allez me dire, on n'a pas à me classer, mais est-ce qu'il est, je dirais, social? Est-ce qu'il est par moments libéral? Comment trouve-t-il, par exemple, les positions d'un Jean-Louis Borloo? Comment vous pourriez vous classer vous-même dans cette famille? Moi, c'est assez simple, je suis résolument de droite sociale. La droite sociale, c'est quoi? D'ailleurs, c'est le club que vous avez fondé, d'ailleurs. Oui, c'est une tradition qui vient à la fois puiser aux sources du gaullisme, le gaullisme social, l'héritage de la démocratie chrétienne, très importante chez nous, un vrai humanisme, qui repose sur cette idée qu'on doit travailler pour remettre les classes moyennes et les classes moyennes modestes au cœur de la société française. C'est ma conviction. Depuis 20 ans, les classes moyennes ont reculé, elles ont été fragilisées par la crise, nos politiques publiques ne les mettent plus suffisamment au cœur de leur raisonnement. Qui parle de classe moyenne aujourd'hui dans le débat public? Je crois ça. James Toifarien, vous êtes vous représentant de la tribune Le Progrès, vous êtes vous également avec Laurent Wauquiez. Eh bien écoutez, vous pouvez avoir toute la liberté de poser les questions que vous souhaitez. Allez-y. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour Monsieur Toifarien. Moi je voudrais vous parler un petit peu de tourisme, puisque c'est aujourd'hui la stratégie déclarée de l'agglomération. Vous dites souvent, et de plus en plus, le Puy c'est la capitale européenne du chemin. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? C'est une volonté. Pourquoi? On a beaucoup de concurrents. Des villes qui cherchent à être le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est l'atout du Puy. Tout le monde connaît ce chemin, il est très populaire, il attire des gens qui viennent de tous les horizons. Il faut imposer le Puy-en-Velay comme étant le point de départ naturel. Vous voulez faire Saint-Jacques? Il n'y a pas de plus beaux endroits que de venir ici, de partir de ce cadre et ensuite de cheminer en direction de l'Espagne. Donc c'est une volonté. D'accord. Et est-ce que si cette stratégie a été adoptée, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est compliqué de trouver une autre stratégie de développement pour un département, une ville comme le Puy-en-Velay? Non, vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas, pour une ville comme la nôtre, qui est une ville à taille humaine, il ne faut pas chercher à faire des choix exclusifs. Il ne faut pas tout miser sur le tourisme. Il ne faut pas tout miser sur le commerce. Il ne faut pas tout miser sur l'administratif. Il ne faut pas tout miser sur les entreprises. Il ne faut pas tout miser sur le culturel. Mais il faut un peu de tout. Parce que notre vie, elle est faite d'un peu de tout. Donc il n'y a pas de véritable priorité? Non. Le but, c'est d'arriver à concilier les équilibres. C'est une terre d'équilibre. Ici, cette ville, pourquoi est-ce qu'elle est belle? Parce que c'est une ville à taille humaine. Et donc, moi, j'ai des gens qui ont besoin de trouver un emploi. Si jamais j'arrête de m'occuper de développement d'entreprise, je suis fou. J'ai des gens qui ont besoin de pouvoir pratiquer du sport, avoir des clubs de haut niveau, un investissement dans nos infrastructures sportives, c'est important. Quand on est maire, on doit s'occuper de l'ensemble de ce qui compose les aspects de la vie quotidienne. Et je ne crois pas à ces politiques un peu unijambistes ou qui sont dans un corridor et qui diraient rien que le tourisme et que ça. Ce serait stupide. D'accord. Il y a une autre question un peu liée à l'actualité. Quand on arrive au Puy-en-Velay par la route de Clermont, on tombe sur un très beau panorama et 100 mètres plus loin, il y a un radar qui a flashé 600 fois au premier trimestre de l'année. Est-ce que celui-là, il faut laisser le panneau pour dire aux touristes, attention, vous allez entrer dans une agglomération, ou est-ce qu'il faut l'enlever? Plus sérieusement sur ce sujet. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, oui, pas seulement ici. On en a beaucoup parlé et c'est une vraie question de fond. La Haute-Loire était un des départements les plus meurtriers de France. En 20 ans, les efforts qu'on a faits de sécurité routière ont permis d'épargner 600 vies. 600 vies de personnes qui seraient mortes. Vous connaissez bien la commune d'Espaly. Dans la commune d'Espaly, on avait récupéré un jeune motard dont la tête avait été décapitée par le choc et qui avait roulé dans un jardin qui était à côté. Depuis qu'il y a le radar automatique, il n'y a plus eu d'accident mortel de ce type
à cet endroit. Par contre, je crois qu'il y a un principe simple, c'est que ça suppose que nos radars automatiques soient là pour de la sécurité aux endroits où il y a des accidents et pas faire, pour dire les choses simplement, la pompe à fric. Et donc je crois que le progrès qui a été très contesté, consistant à dire on va supprimer les panneaux, il doit s'accompagner d'une exigence très forte des radars qui sont uniquement aux endroits accidentogènes. Ça n'a pas été un peu la cacophonie quand même au sein du gouvernement sur cette question? Disons que ça a été un moment de discussion sympathique avec des avis divers et variés qui se sont exprimés. Ce n'est pas des sujets qui sont faciles. Parce qu'on a quand même vu des députés assez remontés contre une partie du gouvernement. Bien sûr, et je le comprends aussi. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que c'est un domaine dans lequel ce dont on parle, c'est de vie humaine. Et c'est finalement assez rare les domaines de politique publique dans lequel ce dont vous parlez, c'est est-ce qu'on est capable de sauver des vies ou non. Alors après, il faut le faire avec mesure. Il faut respecter aussi ceux qui vont travailler avec leur voiture et pour lesquels perdre un point de permis, c'est cher et ça peut leur faire perdre leur emploi. Mais n'oublions jamais quand même ça, des vies humaines à sauver. Dernière question. La priorité aujourd'hui dans le parcours de Laurent Wauquiez, est-ce que c'est plus de responsabilité au niveau national ou au fond c'est de conforter ce que vous exercez déjà ici, dans cette belle ville dont apparemment vous êtes très fier? Je ne suis pas seulement fier de ma ville, je suis fier de mon département. Enfin, c'est un beau département. Vous savez, je crois qu'on ne construit pas de carrière nationale en oubliant d'où on vient. Et parfois, je crois que des politiques se sont perdus en chemin parce qu'ils n'avaient plus les retours de terrain. Quand, par exemple, je prends position sur les débats que vous avez évoqués, c'est parce qu'ils sont construits par les retours que j'ai chez moi, ici, en Haute-Loire. Et je suis très attaché à ça. Finalement, donc, ces modèles d'hommes politiques qui étaient ceux de Donc quand vous voudrez être à nouveau courageux, vous n'hésiterez pas à le faire et à le dire. C'est un peu ce que vous nous transmettez ce soir. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai cette conviction que la Haute-Loire m'apporte les bons messages. Et vous savez, c'est des modèles aussi d'hommes politiques qui étaient ceux de Pompidou, ceux d'un certain nombre de grandes figures de la politique française qui n'ont jamais oublié leurs racines. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, c'est la fin de cette émission. Merci à mes confrères. Merci en tout cas à toutes les équipes techniques qui ont permis de bien réaliser cette émission. Merci à Philippe Lallemand, Laurent Elkabach, Oriane Mancini, Anne-Marie Moreau, Laurence Pomaré. On se retrouve pour un prochain numéro de Terrain Politique. Et si vous voulez retrouver encore une fois cette émission sur l'antenne, évidemment c'est d'abord Public Sénat que vous connaissez, mais également sur le site publicsénat.fr. Bonne soirée à tous.